Monsieur Simon Gronowski, je vous remercie de m'accueillir ici dans votre maison de Bruxelles. C'est un plaisir pour moi. Nous allons avoir le plaisir d'aborder différents moments de votre vie, mais tout d'abord, pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Simon Gronowski. Je suis né à Uccle, Bruxelles, le 12 octobre 1931. Donc j'ai 92 ans aujourd'hui. J'ai toujours habité à Bruxelles. J'habite actuellement à Ixelles exactement, rue ten Bosch 45. Et je suis avocat depuis de nombreuses années, à l'occasion pianiste de jazz et aussi témoin de la barbarie nazie. Quand j'avais 11 ans exactement, les nazis ont tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Mon père, lui, a échappé à l'arrestation, car ce jour-là, heureusement pour lui, il n'était pas là, parce que mon père avait un problème médical, il souffrait des poumons, et il avait été hospitalisé, et donc il a échappé à l'arrestation. Mais après la libération de Bruxelles, après la bataille des Ardennes, et la dernière offensive d'Hitler contre Rundstedt, la bataille des Ardennes et le drame de villes belges comme Bastogne et Houffalize lors de l'hiver 1944-45, quand les Alliés sont entrés en Allemagne, ils ont découvert les camps de concentration Bergen-Belsen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald et tant d'autres camps, des montagnes de cadavres, les chambres à gaz, les fours crématoires. Mon père a compris qu'elle ne reviendrait pas, ma mère et ma sœur, et comme il avait été mal soigné pendant l'occupation, il est devenu très malade et il est mort désespéré exactement le 9 juillet 1945, 2 mois après la fin de la guerre. Et moi-même, quand j'avais cet âge-là de 11 ans, la Gestapo m'a pris, c'était la police d'Hitler, m'a jeté dans un cachot. C'était la cave du siège de la Gestapo à Bruxelles. Et le lendemain, ils m'ont mis dans une grande prison, la caserne d'Ossin à Malines, où je suis resté 1 mois. Au bout d'1 mois d'internement, ils m'ont mis dans un wagon à bestiaux d'un train. C'était le 20e convoi, le 19 avril 1943. Un peu de paille par terre, pas de siège, pas de lumière artificielle. La lumière n'arrivait que par 2 petites ouvertures. Même en plein jour, c'était très sombre. La porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. Et j'étais donc dans ce wagon à bestiaux avec ma mère et 50 autres personnes autour de moi, gémissantes. Et je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'étais encore dans mon univers de louveteau. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Et par miracle, j'ai sauté du train et je me suis échappé. Un vrai miracle. Voilà en 2 mots mon histoire. Et tout ça est arrivé pourquoi? Uniquement parce que mes parents étaient nés dans une certaine religion, la religion juive. Et à l'époque, pour les nazis, c'était un crime qui ne pouvait être puni que de mort. Je voyais mes parents accablés, mais moi, j'ai tourné le dos à tout ça parce que les premières mesures ont lieu dès 1940 et j'avais à cette époque 8 ans.
8 ans et demi. Et par conséquent, j'ai tourné le dos à tout ça. Je pensais qu'à aller à l'école. J'allais à l'école primaire d'Etterbeek. C'était ma commune, Etterbeek, commune de Bruxelles. Et aller au Louveteau Scout, c'était mon univers, c'était le monde, mes amis. Je pensais qu'à ça. Mais je voyais bien que mes parents étaient accablés par les mesures successives qui étaient prises. La première, une des premières, c'était interdiction d'aller à l'école. J'ai bien vu ma sœur, il ne pouvait plus aller à son lycée d'Ixelles. Obligation de porter une étoile jaune et d'autres mesures. Ils sont venus confisquer même. Mes parents avaient un magasin de maroquinerie à Etterbeek. Ils sont venus prendre toute la marchandise, les livres comptables, interdiction tous les commerces étaient confisqués et certaines professions interdites. Enfin, tout ça, je voyais, mais personne ne pouvait imaginer la suite. Personne ne savait que chaque mesure était un pas vers la mort. C'est-à-dire que les nazis ont choisi la caserne d'Ossé à Malines pour y rassembler tous les futurs déportés. Ils avaient choisi cette caserne parce que c'était une grande prison. On pouvait y loger 3 à 4 000 personnes. Et ils ont fait des rafles dans les rues. Ils arrêtaient des trams et tous ceux qui portaient une étoile devaient monter dans un camion. À ce moment-là, des amis scouts sont venus chez mon père et ont dit, monsieur, c'est dangereux, vous devez vous cacher. Parce que mon père était plutôt un poète qui écrivait en 6 langues et qui écoutait sa fille jouer du Chopin au piano. Ma soeur était une grande pianiste classique. Et mon père ne pouvait pas imaginer que dans l'Europe du XXe siècle, de la civilisation et de la culture, l'Allemagne des arts et de la pensée, de Goethe, de Schiller, de Beethoven, de tant d'autres philosophes, pouvait sombrer dans la barbarie. Et ses amis scouts nous ont trouvé une cachette. Et le 1er septembre 1942, j'ai quitté notre maison d'Etterbeek pour aller nous cacher dans un petit appartement à Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Cambre 326. La maison existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que on s'est installé dans cet appartement donc le 1er septembre 1942 et 6 mois plus tard, le 17 mars 1943, mon père, je vous l'ai dit, n'était pas là, il était à l'hôpital. C'est le petit déjeuner. Ma sœur est devant moi, ma mère est à ma droite. Sur la table, ce qui sert de café était chaud. Ma sœur m'a préparé mes tartines à la confiture, car c'est ma sœur qui s'est occupée, surtout elle, de mon éducation. Elle s'était prise d'amour pour son petit frère. Et tout d'un coup, on sonne et on ressonne. Nous le regardons tous les trois, paralysés. Tous nos projets de fuir par les jardins arrière s'avérèrent inutiles. La porte s'ouvre, 2 hommes entrent en civil criant « Gestapo papier ». Ma mère se lève, toute blanche. Elle tend sa carte d'identité. Le nazi regarde, se montre satisfait. Oui, c'était bien la famille Gronowski. Nous avions été dénoncés. Je n'ai jamais su par qui. Et dit, vous faites vos valises, vous partez. Ma mère demande, où? Vous allez à la caserne d'Ossin à Malines. Me montrant du doigt, elle demande, et le petit aussi? Oui, le petit aussi. Et c'est ainsi qu'ils nous ont amenés en voiture au siège de la Gestapo, avenue Louise. On nous a mis dans la cave. Je comprenais que c'était des circonstances très, très malheureuses, mais je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait.
J'avais 11 ans. Je subissais les événements. Je ne comprenais pas ce qui se passait exactement. En tout cas, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je suivais les événements. J'ai eu les réactions que tout enfant aurait dans ces circonstances-là. J'en sais rien. Je pense qu'elle devait souffrir davantage, et ma mère encore plus, de ça, d'être prise avec ses 2 enfants. Et puis alors le lendemain, on a passé la nuit dans cette cave. Et puis le lendemain, on nous a conduits en camion à la caserne de Saint. Et là, je suis resté 1 mois. 1 mois interné. Le train, on est monté dans ce... D'abord, ma soeur n'a pas été déportée avec nous, avec ma mère et moi, parce que ma soeur avait déjà à l'époque la nationalité belge, d'après la loi belge, étant née en Belgique, à Liège, et ayant 16 ans. À 16 ans, les enfants d'étrangers pouvaient opter pour la nationalité belge. Moi, je n'avais que 11 ans, j'étais encore étranger. À l'époque, les nazis ne déportaient pas les juifs belges, mais uniquement les étrangers. Mais ma soeur n'était pas libérée pour autant. Alors, le train n'a commencé à rouler que le soir. À ce moment-là, dans ce wagon, c'était le noir total. Et c'est passé d'abord quelque chose d'extraordinaire, parce que la première ville vers l'est, c'était Louvain, Malines-Louvain, puis vous avez Tirlemont, et puis Saint-Tron, et puis Tongres, puis c'est l'Allemagne. Mais entre Malines et Louvain, il y a une petite ville flamande, Boortmeerbeek. Et là, il s'est passé une chose extraordinaire, que j'ai d'ailleurs comprise longtemps après la guerre. Du fond de mon wagon, j'ai senti que le train s'arrête. J'entends qu'on court le long du train. C'était l'escorte de Waffen-SS qui avait remarqué quelque chose. Il courait, j'entendais qu'on courait en tirant des coups de feu, en hurlant en allemand. En fait, j'ai su après la guerre que 3 jeunes résistants de 24-25 ans ont arrêté le train en mettant sur les rails une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Et ils ont ouvert le premier wagon qui se présentait devant eux, pas le mien. Et ils ont fait sortir et libérer 17 personnes. Tout ça, j'ai appris après la guerre. Mais le train est reparti et je suis tombé endormi dans les bras de ma mère par terre, avec l'impression que des hommes de mon wagon, détenus comme moi, encouragés par le bruit de l'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. Et à un certain moment, ma mère m'a réveillé. Le train roulait, mais la porte coulissante, n'est-ce pas, était ouverte. Je sentais l'air frais qui entrait dans ce wagon. Alors ma mère m'a pris par la main, m'a conduit vers la sortie. Là, j'ai attendu mon tour, parce que 2, 3 personnes sautaient devant moi. Quand ce fut mon tour, ma mère m'a fait descendre doucement, jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Là, je me redresse, je trouve de la main gauche une barre métallique verticale. De la main droite, je me tiens au plancher du wagon. Ma mère me tient par les vêtements et les épaules très solidement. Mais au début, je n'ose pas sauter. Ce train va vite. Mais tout d'un coup, ma mère m'a dit à ce moment-là, elle m'a dit, le train va trop vite. Ce sont les derniers mots que j'ai jamais entendus de ma mère. Et puis le train ralentit et j'ai sauté. Et j'atterris souplement par terre. À cet endroit, ça s'appelle le ballast. Je suis sur le ballast, je ne tombe pas, je ne me fais pas mal.
Je suis debout. Et le train continue à rouler doucement vers l'avant. Grande masse, sombre dans la nuit, sifflant, crachant sa vapeur, car c'est pas un train électrique, mais avec du charbon. J'attends ma mère. Je crois qu'elle va sauter comme moi, qu'elle va me suivre. J'attends. Je suis debout à côté de ce train. Mais tout d'un coup, le train s'arrête complètement et j'entends les gardiens qui viennent de l'avant, dans ma direction. Car moi, j'étais plutôt en fin de convoi avec mon numéro 1200 et 1234 sur 1600 déportés. Et ils viennent dans ma direction en tirant des coups de feu, en hurlant. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour rejoindre ma mère et pour ne pas être pris en faute. Et pour faire ça, j'aurais dû aller à leur rencontre. Et comme ils s'approchaient dangereusement, tout d'un coup, dans un réflexe, j'ai tourné à gauche et je me suis mis à courir. Et j'ai couru toute la nuit dans les bois et dans les champs. Toute mon évasion était un miracle. Tout. Je courais dans les bois, dans les champs, et je me disais sauter, c'était facile, mais comment faire maintenant? Parce que j'étais tout seul, j'avais 11 ans. J'ai jamais vu un autre évadé. Et donc, je me demandais, est-ce que je suis encore en Belgique ou déjà en Allemagne? Où suis-je? Mais je savais, comme petit louveteau, qu'il fallait se débrouiller. J'avais appris à me débrouiller comme louveteau. Ça m'a aidé. Et puis, je savais que je pouvais dire à personne d'où je venais. On ne sait jamais. J'aurais pu tomber sur un ami des nazis. Et le matin, je suis arrivé dans un village. En fait, j'ai sauté, je l'ai su après, dans le Limbourg, à hauteur d'un village, Berlingen. Et là, j'ai choisi une maison d'ouvrier qui m'inspirait confiance, parce que les grandes maisons, les châteaux, étaient souvent occupés par les nazis. Et donc, j'ai sonné, une dame m'a ouvert la porte, il pouvait être 7 heures du matin, 6 heures du matin, je ne sais pas. Elle se montre étonnée, elle voit un petit gamin devant elle, plein de boue, déchiré, les vêtements déchirés. Alors je lui ai dit ceci. Madame, j'ai joué près d'ici avec des enfants. Je me suis perdu. Et je dois retourner chez mon père à Bruxelles. Je vais rien trouver de mieux que cette explication qui tenait pas debout, mais que j'avais préparée tout en courant. Que faisait un petit francophone en pays flamand? Les vêtements hors d'usage, pleins de boue, à 80 kilomètres de Bruxelles. Je veux dire donc que personne n'est jamais venu m'annoncer la mort de ma mère et de ma sœur. J'ai attendu des mois, jusqu'à fin 46, 2 ans après la libération. Et à ce moment-là, je me suis résigné, j'ai compris que je ne reviendrais pas. Et j'ai dû faire reconnaître leur décès par un jugement déclaratif de décès, puisque je n'avais pas de certificat de décès. Et pour hériter de la maison de mes parents à Etterbeek, il fallait que j'explique, que je établisse qu'ils sont décédés. Et il a fallu demander un jugement pour ça. Mon père meurt alors quelques mois plus tard, 2 mois après la fin de la guerre. Et de cette petite famille, je suis resté tout seul au monde. Comment j'ai fait? Il faudrait d'abord, je vais d'abord expliquer comment j'ai réussi
à surmonter ce drame, parce que c'était un drame, une tragédie, mon histoire. Et je pense, si j'analyse, je pense que c'est parce que quand je suis né, comme bébé, j'étais un bébé adoré. Et puis j'ai vécu 11 ans dans ma famille, une famille de dignité et d'amour. Et je crois que cet amour m'a donné une force pour toute la vie. Autre chose m'a aidé, j'adorais ma sœur, grande pianiste classique, qui aimait le jazz. Et en pensant intensément à elle, quand j'avais 16, 17, 18 ans, ou même 15 ans, je suis devenu pianiste de jazz. Et j'ai pas appris la musique. Je ne sais pas lire une partition. Mais je suis devenu un pianiste de jazz. Et le jazz a été pour moi un facteur d'équilibre et d'intégration. Et le jazz a joué un très grand rôle dans ma vie. En fait, ma vie, c'est le jazz. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. J'ai été m'inscrire. D'abord, j'étais dans une famille d'accueil pendant 2 ans. Des braves gens. Mais quand j'ai eu 16 ans, je ne peux plus continuer à rester là. Alors, j'étais habité dans la maison de mes parents à Etterbeek, dont j'avais hérité. Et j'avais une petite chambre au 3e étage et 3 locataires qui me payaient un loyer. Et avec cet argent, j'ai payé mes études. Je voulais absolument faire des études et mener une vie dont mes parents auraient été contents. C'est ainsi qu'à 23 ans, j'étais docteur en droit et avocat. Et je le suis encore maintenant, avocat. J'ai fait le droit d'abord parce que j'étais pas fait pour des études scientifiques. La médecine, la polytechnique, je crois que mon handicap, c'est que je suis daltonien. Je vois pas très bien les couleurs. Et quand on est médecin, il faut connaître les couleurs. Je ne sais pas, enfin. Et puis j'étais avec ma sœur dans un milieu littéraire. Elle m'a fait lire mes premiers livres. J'avais 6 ans. Déjà, mon premier livre, c'était La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie. Et puis j'ai lu beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle m'a impressionné avec son grec et son latin. Donc, dans cette ambiance-là, avec un père qui écrivait en 6 langues, qui écrivait très bien en français, et ma sœur faisait des rédactions dans son école. Elle avait des controverses avec mon père passionnantes. Dans ce milieu littéraire, j'ai fait le droit parce que ce sont des études magnifiques, le droit. Il y a des cours de littérature, de philosophie, de psychologie, d'histoire. Enfin, et puis, j'ai choisi d'être avocat, le barreau, parce qu'on peut très bien faire des études de droit et ne pas être avocat. Il n'y a pas que le barreau. Mais j'ai choisi le barreau parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça permet d'aider les gens et de gagner ma vie, qui dit mieux. Et puis aussi, j'ai voulu être avocat par orgueil vis-à-vis des nazis. Car les nazis ont voulu faire de moi un petit paria, orphelin. Ils ont tué ma famille, ils ont voulu me tuer moi-même. Ils m'ont humilié. Et moi, être avocat, c'est être au-dessus des nazis. Donc c'est un peu par orgueil que je suis devenu, je dirais pas par vengeance, parce que j'ai jamais eu d'esprit de vengeance. Ça, y a, la vengeance, je n'ai ni rancune, ni ressentiment, ni esprit de vengeance. Je suis devenu spécialiste en matière de servitude de passage. Donc j'étais très éloigné de tout ça. J'ai plaidé des affaires de jeunes, de drogue, d'avortement. À l'époque, c'était interdit, des affaires commerciales, familiales, des divorces.
J'en ai combien sur la conscience? J'ai fait beaucoup de choses. Oui. Mais j'ai une fois défendu une femme qui divorçait d'un nazi, d'un Waffen-SS. Enfin, un avocat doit être indépendant. Il n'a qu'une loi, c'est la justice. Il doit être indépendant. Enfin, moi, j'ai jamais été appelé à défendre un criminel nazi, ni à défendre une partie civile contre un nazi, non. D'abord, il faut que j'explique que pendant 60 ans, j'ai presque jamais parlé de ce drame. Pour différentes raisons. J'en parlais pas. Mais c'était pas un secret. Mes proches savaient. Uniquement l'essentiel. J'ai sauté du train, j'ai perdu ma famille. Ça, c'était... Tout le monde savait ça. Mais même les détails, je n'entrais pas dans les détails. Personne ne m'interrogeait d'ailleurs. Et puis si j'avais constamment parlé de ce drame, je serais devenu un peu neurasthénique. Or, moi, je voulais vivre pour le présent, pour l'avenir, pour la joie et l'amitié. Et puis, ma mère m'a donné 2 fois la vie quand je suis né et le jour de mon évasion. Et s'il m'a donné la vie, c'est pas pour qu'elle soit un échec. Je dois réussir ma vie. Je suis contraint d'être heureux par fidélité pour mes parents et de réussir ma vie, enfin. J'espère que je puis dire que j'ai réussi ma vie, je sais pas. Je suis pas présomptueux, mais je me sens bien, en règle avec moi-même, je me sens heureux. En 1941, je pense, j'avais à ce moment 10 ans, ou presque 10 ans. Toute une délégation d'enfants de mon quartier est venue chez ma mère en demandant de m'autoriser à entrer chez les louveteaux d'Etterbeek. Et je disais à ma mère, je la suppliais d'accepter que j'entre dans les louveteaux. Elle a accepté. Et là, c'est là que j'ai trouvé tous mes amis. C'était magnifique, les louveteaux, les champs louveteaux, les champs scouts, les camps, les promenades en forêt, les badges. Les badges, j'avais tous les badges, moi, cuisinier, couturier, tout ce qu'on... Enfin, bon, mon surnom, c'était Bambi. C'était ma vie, quoi. J'ai appris tous les nœuds, tous les nœuds. Je connaissais par cœur l'alphabet morse. Je le connaissais par cœur. Point barbe. Enfin bon, c'est un mouvement comme ça, j'aimais bien. Et puis, pendant l'occupation, le scoutisme avait une allure, je dirais, patriotique. Je me souviens, quand j'allais parfois dans un camp, notamment à Dist, et là, le matin, au réveil, il y avait le salut aux couleurs. Et c'était le drapeau belge qu'on hissait. Et c'était une attitude patriotique et même de résistance à l'époque. Et les scouts, pour moi, c'était ça. J'allais au scout BSB, parce que il y avait aussi les BP, Baden-Powell. C'était les scouts catholiques. Mon père n'avait quand même pas voulu que j'aille chez les scouts catholiques. J'étais chez les scouts neutres, les Boy Scouts de Belgique, BSB. Et ça jouait un grand rôle. À part ça, dans les mouvements de jeunesse, j'ai pas été beaucoup. Oui, j'ai fréquenté à un moment donné, après la guerre, l'USJJ, Union sportive des jeunes juifs, l'ancêtre de l'UPJB, Union des progressistes. C'était un mouvement de gauche, avec beaucoup de communistes. J'ai fréquenté ça, mais j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, la gauche
ou les communistes, je ne savais pas. Mais j'ai fréquenté ça pendant un certain temps. Et à part ça, j'ai pas été dans les mouvements de jeunesse. Écoutez, je viens de vous dire que pendant 60 ans, j'ai pas parlé. Et au bout de 60 ans, on est venu me dire que je devais témoigner, rompre le silence. Une délégation, enfin, un historien, c'est Maxime Steinberg, un écrivain, Fulek Ringelheim, un éditeur, Luc Pire, et un grand démocrate, Robert Korten, président de Hemkring, de Boort-Merbeek. Hemkring, c'est un cercle d'histoire locale qui existe. Et c'est lui qui a retrouvé ma trace. Et ces gens-là m'ont dit que je devais absolument témoigner, écrire un livre. Je crois que sans eux, j'aurais jamais fait ça. Il fallait qu'on me pousse. Parce que je remettais toujours au lendemain, parce que j'avais une malle pleine de documents, de photos d'époque, que j'avais jamais ouvertes pendant 60 ans et qui m'avaient suivi partout. Alors quand on m'a dit d'écrire, j'ai fait. J'ai commencé à écrire. C'était une douleur pour moi de remuer tout ça. De comprendre comment des gens de mon wagon ont réussi à ouvrir la porte de l'intérieur, que j'avais jamais approfondi. Il y a des pages de mon livre qu'aujourd'hui j'ose pas lire. Mais ce livre ne m'a pas changé, mais il a changé ma vie. Et notamment, d'abord je suis invité un peu partout à témoigner. Je témoigne pour 4 raisons. Première raison, pour confondre les négationnistes. Deuxièmement, pour remercier les héros qui m'ont sauvé la vie en risquant leur vie. Des héros comme les 3 jeunes de Boort-Merbeek, comme le gendarme de Borglum. Ces nazis avaient su qu'un gendarme belge avait protégé un enfant juif évadé. Il l'aurait fusillé tout de suite. C'est un héros. Les familles catholiques qui m'ont caché ont pris des risques. Et je dis partout qu'en Belgique, plein de gens, souvent de conditions modestes, sont venus au secours des persécutés, n'écoutant que leur cœur en Belgique. Mais pour moi, la première héroïne, c'est ma mère. Elle m'a mis sur le marchepied du wagon, marchepied vers la liberté et la vie. Mais elle a continué son voyage jusqu'à la mort dans la chambre à gaz. Et si j'ai sauté du train, c'est parce que j'ai obéi à ma mère. Et si j'avais su qu'elle n'aurait pas sauté, je n'aurais pas sauté. Parce que, je vous le signale, j'adorais ma mère. Ce qui n'est pas exceptionnel, tout le monde adore sa mère. Donc, un beau jour, je reçois un coup de téléphone. Oui, je parle également aussi pour rendre hommage aux victimes, à tous les gens, mais pas seulement des juifs, il a tué plein de gens. Il a tué plein de, même les poètes. Enfin, un jour, je reçois un coup de téléphone d'un garçon de 16 ans que je ne connais pas. Mais il avait lu mon livre, il connaissait mon histoire. Et il connaissait l'histoire de Konrad Tinel, qui lui était le fils d'un nazi, un flamingant de Gand, qui adorait Hitler, et qui a envoyé ses 2 fils aînés dans les Waffen-SS, donc des volontaires au service d'Hitler, qui apprennent à obéir au doigt et à l'œil, à tout ordre immédiatement, qui apprennent à tuer et surtout à haïr les juifs. Et ils apprennent d'autres choses également. Mais Konrad n'avait que 6 ans quand Hitler a attaqué la Belgique, en 1940. Et il n'est pas responsable des idées de son père. Son père qui est mort dans les années 60 sans avoir jamais regretté ses crimes.
ni changer ses idées, en léguant sa culpabilité sur le dos de Conrad, qui lui a également apporté pendant 60 ans le fardeau des crimes de son père, jusqu'au moment où lui s'est révolté et a écrit, mais comme c'est un grand artiste, dessinateur, sculpteur, peintre, il l'a fait par des dessins, il a dévoilé le passé noir de sa famille par des dessins dans son livre. Et ce garçon de 16 ans me demande, est-ce que vous êtes d'accord de rencontrer le fils d'un nazi? J'étais très étonné, parce que ça m'était jamais arrivé. J'ai accepté de voir Konrad Tinel. Et quand je l'ai vu, il m'a dit, quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré. Et moi, j'ai répondu, les enfants des nazis ne sont pas coupables. Ces mots tout simples, évidents, spontanés, lui ont fait un effet, un grand effet. Car ça lui venait d'une victime des nazis. Une grande amitié est née entre nous. Et maintenant, je vous le dis, Konrad Tinel est plus que mon ami, c'est mon frère. Et puis, l'année suivante, en 2013, il me dit, mon frère connaît ton histoire, il veut te voir. Ce frère qui est devenu auxiliaire à la Gestapo, qui à ce titre était gardien à Malines, qui était mon geôlier nazi à la caserne d'Ossin. C'est lui qui, à la pointe de son fusil, m'a conduit dans le wagon de la mort, ainsi que ma mère et ma sœur et tant d'autres gens. Lui demande à me voir, et j'ai accepté de voir Walter Tinel. Quand j'ai vu Walter Tinel, c'était un homme qui me paraissait très vieux, très malade, et il me suppliait. Il implorait mon pardon. Il me disait, je regrette ce que j'ai fait, je me repens. Je sens la mort venir. Avant de mourir, j'ai besoin de votre pardon. Comme je sentais qu'il était sincère, qu'il n'avait aucun intérêt matériel à demander pardon, sauf de soulager sa conscience, je lui ai pardonné. Et si j'ai pardonné, c'est parce que j'ai jamais eu de haine. Parce que la haine est une maladie que j'ai jamais eue et que je n'ai pas. Ce pardon lui a fait du bien, mais moi encore plus. Ça m'a soulagé aussi. Parce que la vie est impossible sans pardon. Dans le conflit israélo-palestinien, je suis un peu concerné, puisque je suis d'origine juive. Je ne sais pas si je le suis encore, parce que, entre-temps, à cause de tout ça, j'ai perdu la foi. Je suis devenu athée. Parce que j'ai beaucoup prié Dieu, parce que j'avais d'abord confiance totalement en Dieu, parce que j'ai une éducation religieuse. Mon père était un homme très croyant. Et après mon évasion, je priais tous les jours Dieu, beaucoup, plusieurs fois. Et même, j'ajoutais un deuxième Dieu, le Dieu des familles chrétiennes. Dans mon esprit d'enfant, je me disais, avec deux dieux, elles vont revenir plus vite. Mais elles ne sont pas revenues, j'ai perdu la foi. Je me suis dit, si Dieu existait, il n'aurait pas permis ça. Mais je ne critique pas les gens qui ont la foi. Ils ont la chance. Moi, j'ai pas ça. Je ne peux pas m'obliger à croire quand je ne crois pas. Alors, dans le conflit israélo-palestinien, je suis neutre. Je ne prends pas parti, ni pour l'un ni pour l'autre. On sait bien qu'actuellement, ce sont les Israéliens contre les Palestiniens, que c'est Netanyahou contre le Hamas. Je ne prends pas parti dans ce conflit, mais je prends parti pour les victimes, pour toutes les victimes. Et je dis que toutes les victimes se valent.
la vie d'un enfant palestinien a autant de valeur que la vie d'un enfant israélien. Une deuxième chose, je suis neutre, c'est vrai, je ne prends pas parti, mais je suis pour la paix. Et moi, je prétends que ces deux peuples-là sont faits pour s'entendre et qu'un jour, ils feront la paix. Il n'y a pas de guerre qui dure pour toujours. Un jour, on fait la paix. Et le plus tôt possible, c'est mieux. Et il faut la paix. Et pour ça, il n'y a qu'une seule condition. Parce qu'on dit, on parle de solution à un État, 2 États, 3 États, 4 États. Peu importe le nombre d'États. Mais il y a une condition. Il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Et enfin, je suis pour un cessez-le-feu immédiat. Voilà ma position dans ce problème-là, ce problème tragique. Je suis une victime, moi, de l'antisémitisme. Je lutte. Je n'ai pas attendu l'année 2023 ou 2024 pour lutter contre l'antisémitisme. J'ai toujours lutté contre l'antisémitisme. Mais actuellement, c'est vrai qu'il y a une recrudescence de l'antisémitisme. Mais moi, je l'attribue aux événements du Proche-Orient. Parce qu'il y a des gens qui réagissent ainsi. Je ne prends pas parti, mais il y a des gens qui sont choqués, qui ne se comprennent pas. Je ne veux pas porter de jugement, mais je crois que ça a une conséquence. Parce que chronologiquement, c'est quand même par coïncidence, en même temps, au moment où les événements éclatent, le 7 octobre 2023, que tout d'un coup, l'antisémitisme a augmenté. Donc, faire l'appel à barre, c'est une façon de diminuer l'antisémitisme. Moi, je pense que si l'extrême droite, tout d'un coup, se découvre un état de philosémitisme, que je déplore autant que l'antisémitisme, c'est une parenthèse, mais je crois que c'est parce que c'est une façon de... Ils pensent qu'ainsi, ils luttent contre l'islam. C'est une réaction un peu islamophobe, surtout. Ils sont pas pour ils sont pas contre l'antisémitisme, ils sont pour, c'est une façon de lutter contre l'islam. Parce que c'est vrai que là-bas en Palestine, le peuple palestinien, il y a beaucoup de musulmans, mais il y a beaucoup de chrétiens aussi. Il ne faut pas oublier les chrétiens. Parce que avant, il y avait même un évêque palestinien. Il y a beaucoup de, il y a des chrétiens aussi. Enfin bon, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Étant avocat, je suis habitué à donner des définitions à un fait ou à l'autre. Mais ici, je ne suis pas compétent pour qualifier une politique ou un événement, lui donner une définition juridique. Parce que parler d'un génocide, c'est un terme juridique, comme homicide, comme parricide, comme génocide. Donc, alors, un massacre de masse et un génocide, moi je voudrais, pour moi c'est le malheur. Je suis contre le malheur. Parce qu'on dit maintenant que, on se demande si c'est pas un génocide. L'Afrique du Sud, par exemple, a déposé plainte contre Israël en accusant Israël d'une tentative de génocide.
Écoutez, je ne suis pas qualifié. Je suis pas qualifié pour faire des distinctions. Je ne sais qu'une chose, que ce soit un génocide ou pas, c'est un malheur. Écoutez, le, la mémoire de, des crimes nazis d'Auschwitz, de, la mémoire de cet holocauste, on appelle ça holocauste, Shoah, je ne sais pas très bien, ne dépend pas des témoins, parce qu'ils vont tous disparaître. C'est la loi de la nature. Heureusement d'ailleurs que la mémoire ne dépend pas des témoins, parce qu'alors il n'y aura plus de mémoire. Non, la mémoire dépend des historiens. Et pour ça, il y a des documents d'époque, il y a des films d'époque, des photos d'époque, des œuvres d'art d'époque. Et puis, il y a la mémoire collective qui se transmet verbalement de génération en génération. Et c'est ça, le vrai, le vrai, la vraie mémoire. Je voudrais dire que les commémorations, c'est utile. Ça marque le temps. Moi, j'ai pas besoin d'une commémoration, d'un événement pour penser à mes parents. J'y pense tous les jours. Et à ma sœur tous les jours. Et mes enfants, ils pensent aussi. Je sais pas, je peux pas parler au nom de mes enfants, mes petits-enfants, mais les commémorations mémorielles sont utiles, mais pour moi, c'est pas du tout un jour de deuil ou de lamentation. C'est un jour de combat. Les commémorations, c'est un combat pour que ça ne revienne pas, pour empêcher ça pour l'avenir. La commémoration du passé n'a qu'un but, c'est l'avenir. Écoutez, moi je suis pour la liberté totale. Je ne demande pas aux jeunes de commencer un combat. Je leur explique simplement les faits. Et je leur explique la réalité. Et les jeunes, s'ils savent, s'ils comprennent la réalité, réagissent toujours bien. Parce que partout où je vais, en Belgique ou dans d'autres pays où je parle à des jeunes, ils sont tous formidables, les jeunes. Ils ont en eux l'esprit de justice, l'esprit de vérité. Il faut faire confiance aux jeunes. Et si les jeunes estiment devoir combattre, ils combattent. Ils ont plein d'initiatives. Moi, mon rôle à moi, c'est simplement de les informer, de leur témoigner, de témoigner ce qui m'est arrivé. Parce que le devoir de mémoire est un moyen de lutte contre l'extrême droite. Et moi, je lutte contre l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, c'est le berceau du fascisme, nazisme, racisme, antisémitisme dont j'ai été victime. L'extrême droite, c'est le berceau de la haine. Et la façon de lutter contre l'extrême droite, c'est le devoir de mémoire que j'accomplis aujourd'hui devant vous. Je dis aux jeunes que la Belgique est un beau pays, un pays de liberté, de tolérance et de paix, mais, et de démocratie. Mais la démocratie c'est un combat quotidien, parce que elle peut être menacée. Il faut être vigilant, parce que moi je suis optimiste. Je suis optimiste. Donc, je dirais que aujourd'hui, je n'ai pas apporté un message de chagrin, mais un message d'espoir et de bonheur. Et je dis, la vie est belle, mais c'est un combat quotidien.
Et donc, en Belgique, moi, je demande aux jeunes et à tout le monde de voter pour tous les partis belges. Ils sont tous démocrates, sauf un. Je ne sais pas si je dois le nommer, mais c'est le Vlaam-Belang. Là, il y a des gens dangereux. Et en France, il y a Le Pen. Autour de Le Pen, il y a des gens dangereux. Il y a des négationnistes, il y a des néo-nazis. Alors votez pour tous les partis que vous voulez, tous, mais pas pour le Vlaam-Belang. Et je dis ça en Flandre également. Quand je vais dans une école flamande, je dis carrément, ne votez pas pour le Vlaam-Belang. Parce qu'il est en haut, hein, le Vlaam-Belang. Mais seulement, je garde ma foi dans l'avenir, malgré tout ce qui se passe. M. Gronowski, il me reste vraiment à vous remercier chaleureusement pour le moment que nous venons de passer, pour votre accueil, votre générosité, la force que vous parvenez à insuffler. Je ne doute pas une seule seconde que tous ceux qui auront regardé cette vidéo auront perçu les choses de la même manière. Merci encore à vous pour tout cela. C'est moi qui vous remercie.